ils y arrivent encore. Donc bonjour encore une fois et bienvenue donc au Webtech SCS sur le quantique et notamment la cryptographie post-quantique. Donc comme pour l'intelligence artificielle et d'autres technologies disruptives, vous le savez sans doute, hein, le gouvernement français a souhaité permettre à la France de compter parmi les leaders, hein, du quantum computing. Donc avec un plan étalé sur 5 ans. La France aujourd'hui est le 3e investisseur en informatique quantique derrière les États-Unis et la Chine. Cette stratégie permettra à la France d'atteindre une souveraineté technologique, hein, dans le domaine du quantique, et puisque la France dispose déjà de plusieurs avantages dans ce domaine. La stratégie nationale, la stratégie autour du quantique, comprend des investissements dans toutes les technologies autour du quantique, communication, capteurs et cryptographie. Certains laboratoires en région sud sont à la pointe de la technologie quantique. On va le voir aujourd'hui, comme le CEA Leti et l'École des mines de Saint-Étienne située à Gardanne. Mais le quantique n'est pas que académique. On va le voir aussi avec ST Microélectronique et WISeKey également, qu'on est bien avancé et on a dépassé le stade académique. Et donc, on va donner aujourd'hui la parole à des experts, membres du pôle SCS, afin de comprendre pourquoi la cryptographie post-quantique est clé pour de nombreuses problématiques. Et on fera également un zoom sur les enjeux associés aux implémentations des algorithmes proposés. Et je vais donc sans plus tarder vous partager l'agenda de cette heure de webinaire. Petit détail logistique avant l'agenda, vous pouvez poser vos questions bien évidemment dans le module questions situé sur votre menu gris GoToWebinar, et vous pouvez également l'adresser à un des 5 speakers qu'on a la chance d'avoir, que vous devriez voir d'ailleurs en caméra à l'instant, et vous pouvez ajouter à votre question le hashtag ST, CEA, WISeKey, etc., si votre question s'adresse à un de ces 5 speakers. Sinon, vous la posez directement par écrit et un des 5 speakers pourra y répondre donc juste à la fin des interventions. Je rappelle aussi que cette session est enregistrée, elle sera disponible en replay dès demain, je pense, pour que vous puissiez la réécouter ou la partager avec des partenaires ou des collègues qui n'ont pu se rendre disponibles. Vous aurez aussi un questionnaire à la fin et je vous remercie d'y répondre. Ça nous permet de nous améliorer dans les prochains webinaires. Le prochain a lieu le mois prochain puisque nous en organisons un par mois. Voilà, donc au programme, de quoi parle-t-on? Donc on a la chance d'avoir un ancien professeur avec nous qui va, grâce à ses talents de pédagogue, nous expliquer de quoi on parle, en gros le quantique pour les nuls, l'enjeu sur le quantique, mais également nous dresser aussi un panorama des grands acteurs en France, mais aussi dans le monde, sur ce domaine. Et puis nous expliquer également dans le quantique qu'est-ce que la cryptographie post-quantique, puisque c'est vraiment l'objet du webinaire et c'est l'atout, le savoir-faire de certains membres SCS qu'on souhaite mettre en lumière lors de ce WebTech. Ensuite, nous aurons donc le CEA Leti avec Michael Carmona qui nous présentera un petit peu en détail ce dont je vous ai parlé sur le plan national post-quantique, donc avec un exemple de l'IA. En 2018, le plan quantique a été lancé avec un budget à la clé et notamment un budget aussi lié, destiné aux technologies et aux avancées sur la cryptographie post-quantique. Ce sera l'occasion de mieux comprendre derrière ce plan quelles sont les opportunités pour les membres SCS et peut-être vous qui nous écoutez. Ensuite, nous aurons donc Michael à nouveau Carmona et Nadia Elmrabet, donc de l'École des mines de Saint-Étienne, qui vont nous présenter les différentes problématiques associées donc aux algorithmes du quantique et qui vont nous expliquer également en quoi consiste la menace future, et notamment l'ordinateur quantique, pourquoi il est une menace, et également nous détailler les verrous, les verrous auxquels nous serons confrontés par rapport à l'évolution des produits face à cette menace. Et enfin, nous aurons la chance de rentrer de manière un peu plus concrète avec des cas d'usage, avec un industriel local, WISeKey, qui nous expliquera en fait en gros quelle réaction organiser face à cette menace qu'est l'ordinateur quantique, également
pourquoi les algorithmes aujourd'hui doivent résister aux attaques actuelles, hein, et aussi pourquoi les cryptographies actuelles, en tout cas les technologies aujourd'hui disponibles, ne sont pas du tout adaptées pour les enjeux de demain et notamment pour l'ordinateur, la menace qu'est l'ordinateur quantique. Et en gros, pourquoi il faut se retrousser les manches aujourd'hui et avancer, parce que d'autres acteurs dans le monde sont bien avancés et l'enjeu est de taille. Voilà. Donc, je vais juste vous faire un petit rappel que nous sommes complètement dans un des 4 axes stratégiques de la phase 4 du pôle SCS, qui est donc la sécurité numérique. Je rappelle que SCS a une feuille de route sur 4 axes stratégiques et sur 4 ans, jusqu'en 2022, avec la microélectronique, donc la sécurité numérique, l'IoT, les objets connectés et l'intelligence artificielle et le big data. Et aujourd'hui, on va parler donc de sécurité. Et nous avons la chance d'avoir 5 experts pour cette heure, on va dire 1h15, je prévois pour ce webinaire, puisque nos experts sont nombreux et vont pouvoir partager avec vous voilà, leur savoir-faire, leurs questionnements aussi. Et je vous rappelle encore de ne pas hésiter à poser des questions, notamment par écrit, car le distanciel, effectivement, empêche les interactions entre chacun de vous, mais on va essayer de la rendre la plus interactive et la plus humaine possible, malgré voilà, cette session virtuelle. Voilà, écoutez, je vais passer la parole donc à Philippe Galli. D'accord. Merci Fabienne. Donc Fellow Technical Director, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, merci Fabienne pour cette introduction et présentation d'agenda. Et merci à vous tous d'être présents pour cette présentation. Donc, premièrement, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Philippe Galli et je suis directeur de recherche dans le groupe Innovation et Stratégie au centre de R&D de Crolles ST Microélectronique en France. Et dans ce périmètre-là, j'ai un des sujets qui concerne l'exploration des technologies pour le quantum et l'électronique cryogénique, parce que le quantum a besoin de très basses températures aujourd'hui. Alors oui, effectivement, il est important de clarifier dès le début de cette séance le positionnement du contexte global et finalement de quoi parle-t-on. Donc, pourquoi poser un contexte et expliciter la mécanique quantique? L'objectif, c'est d'apporter des éléments de réponse à la fameuse question qui est posée et qui est le sujet principal de ce webinaire. C'est la cryptographie post-quantique et de comprendre pourquoi il y a une telle importance sur ce sujet. Donc, en premier lieu, l'informatique, il faut bien comprendre qu'elle reste complémentaire de l'informatique dite classique. Et l'informatique classique, elle, on le sait bien, utilise des états binaires, c'est-à-dire des valeurs 0 et 1. Ça va être la plus petite unité d'information et qui sera contenue dans un bit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire le rappel, c'est la contraction en anglais de binary digit. Donc par suite, ce bit, en fait, chaque nombre va être codé sur plusieurs unités d'information. Alors, si on veut simplement ramener ça à ce qu'on connaît dans notre quotidien, c'est un nombre se trouve constitué de plusieurs chiffres et chaque chiffre représente une puissance de 10 et qu'on désigne par unité, dizaines et centaines. Donc, une fois qu'on a nos nombres et nos chiffres, on a besoin d'effectuer des opérations dessus. Et on a des opérateurs, et ils sont bien connus, je vais vous en donner deux à titre d'exemple, c'est l'addition et la multiplication. Donc une fois qu'on a des nombres et des opérateurs, eh bien, on a à disposition un algèbre qui permet de faire des calculs au sens classique du terme. Donc maintenant, si on regarde cette brève introduction, globalement, si on veut un chapeau générique, ça va être le traitement de l'information. Alors, qu'est-ce qu'on entend par traitement de l'information? Principalement, ça va être prendre et récupérer une donnée. Ça va être traiter et calculer sur cette donnée des opérateurs pour en extraire une information. Et une fois qu'on a cette information, on la transmet. Donc, on a ces trois grands piliers.
Et forcément, quand on a des données et des informations, on a un besoin de sécurisation et de confidentialité. Et dans ce cadre-là, on utilise des outils de cryptographie pour encoder ces données-là. Donc, c'est la notion de sécurisation. Donc, comme l'a dit Fabienne, on va retrouver finalement ces 4 grands piliers dans le rapport de Paula Forteza pour le quantum et qui a ouvert le grand plan quantique lancé par le président de la République, Emmanuel Macron. Donc, par suite, et pour faire simple, on va dire qu'un ordinateur quantique va mettre à profit les propriétés de la mécanique quantique. Alors, dans la mesure où on réalise d'un point de vue matériel un dispositif qui fait appel à la mécanique quantique, on va pouvoir mettre à profit les règles et les fondements, les propriétés fondamentales de la mécanique quantique. Alors, on a des possibilités d'intégration matérielle ou on a des possibilités d'émulation matérielle. Donc, suivant les différentes institutions, il y a différents travaux sur les intégrations technologiques ou sur les émulations. Donc, cette plus petite information dans le monde classique, c'est ce qu'on appelle le bit. Et dans le monde quantique, on parle ici du quantum. Donc, ça, c'est pour faire écho au monde classique. Alors, comme nous sommes avec des objets qui répondent aux lois de la mécanique quantique et des règles fondamentales de la physique, on va pouvoir mettre à profit 2 grandes propriétés que sont la superposition d'états et l'intrication dispositive. Alors ça va autoriser d'avoir en même temps dans le quantum bit la valeur 0 et 1 dans un même espace et dans un même temps. Alors plus exactement, si on regarde le formalisme de la mécanique quantique, ce sera un mélange du 0 et du 1. Donc toute l'astuce, ça va être de trouver les coefficients de ce mélange dans un nombre ou dans le quantum bit. Et également, quand on a un nombre, on a la possibilité de coupler les quantum bits entre eux. Donc voilà, donc ça permet d'avoir, au regard de ces 2 grandes propriétés, des calculs dans le monde quantique qui sont bien plus puissants et offrent un algèbre bien plus puissant que dans le monde classique. Alors pourquoi et qu'est-ce que ouvre cette puissance de calcul? Eh bien, ça permet d'explorer la recherche de solutions, plus particulièrement à des problèmes de grande dimension et où on cherche à optimiser la recherche de solutions. Alors, à titre d'exemple, c'est l'exemple du voyageur de commerce qui doit visiter différentes villes et donc on doit trouver le chemin optimum pour minimiser le temps de déplacement et la distance parcourue. Ça, c'est les exemples. Je vais prendre un autre exemple qui va amorcer la crypto, c'est la décomposition en nombres premiers. Alors les grands nombres premiers en décomposition nombres premiers est une tâche qui est assez ardue avec les calculs classiques, avec les ordinateurs classiques. Et si on prend un nombre relativement grand, la décomposition en nombres premiers peut demander un temps qui n'est plus accessible à l'échelle humaine. Et c'est là où intervient le calcul quantique. Donc le calcul quantique avec son algèbre quantique permet d'avoir des temps d'exécution qui sont recevables à l'échelle humaine. Donc, les experts diront, dans un cas, on est en temps polynomial de n où n est la taille du nombre, ou en termes classiques, on parle de temps en forme exponentielle de n. Alors ça, l'exercice du développement de cet algorithme a été proposé par M. Shor et ça a été un point d'entrée, une pierre angulaire pour montrer que le calcul quantique avait un bénéfice notable dans l'exécution de recherche de solutions. Et donc, une fois qu'on comprend que maintenant, grâce aux algorithmes quantiques et au matériel quantique, on a des possibilités d'extraire une décomposition de nombres premiers, qui est la base de cryptographique. On voit et on peut se poser légitimement la question que dès que les ordinateurs quantiques sont là, ils vont représenter une possible menace sur la sécurisation des données. Alors, quand je dis sécurisation des données, c'est au sens large, ça veut dire privé ou de type industriel ou étatique.
Donc voilà, donc une fois qu'on a compris qu'on a des nouveaux algorithmes qui arrivent, qu'on a une puissance de calcul phénoménale et que les grandes majors sont en train de travailler dessus, sachant que c'est une compétition qui est mondiale aujourd'hui, eh bien on a toute légitimité de se poser la question centrale d'anticipation sur la cryptographie post-quantique. Et c'est là tout l'objet central de ce webinaire. Et bien, pour répondre à cette question, donc là, il faut faire appel à des experts du domaine et on a la chance d'avoir dans ce séminaire des experts qui sont là et qui vont partager avec nous des éléments de réflexion, de positionnement et de standards qui s'ouvrent aujourd'hui à nous. Voilà ce que j'avais voulu partager avec vous en termes d'introduction sur le quantum, le calcul quantum et la cryptographie post-quantique. Voilà Fabienne. Merci beaucoup Philippe. Alors j'ai eu beaucoup de questions sur le fait que nous ne voyons pas de slide. C'est normal, hein. Donc Philippe, voilà, faisait une introduction un peu didactique sur le sujet pour planter le décor sur ce sujet complexe. Et donc c'était sans slide, mais rassurez-vous, je vous repartage l'agenda pour la suite. Vous devriez le voir là, voilà, pour que vous puissiez voir qui va intervenir et surtout avec donc des slides. Donc Michael Carmona, ingénieur-chercheur au CEA, donc à qui je vais laisser la parole et désigner comme présentateur justement pour partager ces slides, qui va nous parler justement de ce plan national, enfin en tout cas il va voilà, nous parler spécifiquement du point post-quantique de ce plan national, puisque le CEA fait l'étude de différents rapports sur le sujet et va nous parler spécifiquement de ce sous-ensemble du plan quantique national. Alors, Michael, si vous voulez peut-être ouvrir votre caméra et… Oui. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois dans le module questions. Et donc, est-ce que je peux présenter les slides? Oui, normalement, vous devriez pouvoir le faire maintenant. Voilà, c'est parfait. Je vais peut-être couper la caméra pour avoir une meilleure fluidité. On est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que les slides sont visibles? Oui. Parfait. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Michael Carmona, ingénieur chercheur au CEA Leti. J'ai passé 10 ans dans les réseaux de capteurs, 5 ans les 5 dernières années à fonder et être directeur technique d'une startup qui s'appelle MorphoSense. Et j'ai rejoint le sujet de la crypto post-quantique il y a un petit peu moins d'un an. Donc, cette présentation a été préparée avec Simon Pontier, donc également ingénieur-chercheur au CEA Leti, qui a contribué principalement à la roadmap du post-quantique pour le CEA et spécialisé dans tout ce qui est autour des courbes elliptiques, que ce soit sur les schémas pré- ou post-quantiques. Il y aura quelques mots là-dessus avec la présentation de Nadia autour du schéma SAIC. Donc, dans cette présentation, il va y avoir une petite introduction sur la crypto post-quantique qui va faire suite à l'introduction de Philippe. Quelques mots du plan quantique à la demande du pôle SCS. Et puis, on rentrera dans les enjeux techniques et technologiques pour faire le premier pas vers les présentations de Nadia et puis ensuite de Jean-Pierre. Donc, cette slide a la vocation à introduire les enjeux de la crypto post-quantique un peu plus dans le détail. Donc, sans donner toutes les subtilités mathématiques, l'idée c'est quand même de donner du concret sur cette menace quantique, sur un type de cryptographie qui s'appelle la cryptographie asymétrique, et sur ce qu'on appelle la génération de clés de session, donc Key Encapsulation Mechanism, qui permet à deux entités A et B de générer une clé K qui va être nécessaire pour qu'ils puissent communiquer entre eux avec de la communication symétrique. Et pour obtenir cette clé K, jamais ils vont avoir à se l'échanger. Donc c'est ce qu'on s'appelle un KEM. C'est ce qui fait aujourd'hui l'objet de la standardisation par le NIST des KEM post-quantiques. Là, ce que vous avez, c'est un KEM pré-quantique, donc actuel. On génère un nombre aléatoire A. On envoie à B G puissance A, G est quelque chose de connu. B fait la même opération, génère un nombre aléatoire. Et grâce à ce que va envoyer A, va pouvoir former la clé K. Il va également envoyer une information à A pour que A puisse également former cette clé K. Parce que l'attaquant a accès à ce que j'ai encerclé en rouge. Donc, si vous n'avez pas toutes les
subtilité mathématique, c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'attaquant qui va avoir accès à cette quantité-là, à ce G puissance A, va avoir la motivation de retrouver le petit a qui permettra d'accéder à la grande clé K. Aujourd'hui, avec un ordinateur classique, c'est dit difficile. Les temps pour le faire sont sur le papier possibles. En pratique, ce sont des temps qui sont très longs, dits exponentiels ou sous-exponentiels. Et donc, ça ne permet pas en pratique de réaliser une attaque. Par contre, avec ce que vous a expliqué Philippe, avec l'ordinateur quantique et l'autre type de logique offerte par les qubits, il y a des algorithmes, dont celui de Shor, qui permettent de rendre ce problème facilement résolu, c'est-à-dire sur un temps tout à fait acceptable. Et c'est ce qui traduit la menace quantique. Alors, comme ça vous a été expliqué, l'ordinateur quantique n'est pas prêt pour aujourd'hui, il arrive demain, et peu importe finalement quand est-ce qu'il arrive, la menace quantique a un effet rétroactif, ça veut dire que les données que vous avez aujourd'hui, les communications que vous avez aujourd'hui qui ne sont pas protégées avec un mécanisme post-quantique, c'est-à-dire résistant à la menace quantique, seront déchiffrables au moment où l'ordinateur quantique sera prêt. Donc c'est ce qui représente aujourd'hui cette menace quantique et ce qui explique que pourquoi c'est maintenant que la communauté avance sur ce sujet. Donc quelques mots sur le plan quantique. Donc ça a été très bien introduit par Philippe. Donc il y a eu un rapport commandé par le gouvernement en 2019 qui a été émis en janvier 2020 qui fait un bilan sur l'écosystème français industriel, académique sur les technologies quantiques, qui identifie les verrous et qui conclut par des propositions pour une stratégie nationale qui va se matérialiser en plan quantique. Donc la slide que vous voyez en bas, elle n'est pas de nous. Elle a été présentée à l'introduction du plan quantique suite à l'annonce du président sur ce plan-là. Donc vous voyez tous les piliers, ce qu'il faut retenir. Donc en termes de piliers, on n'est pas uniquement sur un plan à caractère uniquement technologique. Il y a la technologie, l'ordinateur quantique, mais également la structuration de l'écosystème, la formation, la création des entités industrielles qui ne seraient pas encore existantes avec le mécanisme de start-up. Donc il y a une volonté d'avancer sur la technologie, mais également de structurer tout l'écosystème. Et vous retrouvez dans un de ces piliers la cryptographie post-quantique. Donc, comme vous l'avez compris, elle n'a rien de quantique, elle n'utilise pas de mécanisme quantique. Par contre, elle doit protéger face à un attaquant muni d'un ordinateur quantique. Donc, on est sur un budget annoncé d'1,8 milliard avec un budget pour la crypto post-quantique de 150 millions d'euros. Donc, ça, c'est ce qui a été dit, annoncé. Ensuite, quand il s'agit de rentrer dans les détails, là, c'est un tout autre sujet, le financement de l'innovation autour de ces sujets-là. Et donc, voilà, la présentation se limite à cette présentation globale des piliers et du positionnement de la cryptographie post-quantique. Alors, je vais passer à la suite. Alors, donc, pour rentrer maintenant dans le détail, donc, qu'est-ce que ça implique au niveau technique et technologique? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la cryptographie est quelque chose de très connu, industrialisé, déployé dans divers produits, que ce soit pour l'IoT, que ce soit pour tout ce qui est smart cards, donc on parle de la carte de crédit, on parle des passeports, on parle des cartes d'identité biométriques, qui sont sujettes à des fortes contraintes opérationnelles en termes de consommation, en termes de latence. Et donc, la modification d'une primitive cryptographique pour qu'elle soit adaptée à la menace quantique va forcément nécessiter de révisiter les paradigmes. Vous avez également les HSM, donc qui sont la Rolls-Royce en termes de sécurité, qui protègent des données et transactions très sensibles, qui doivent être extrêmement rapides, qui doivent avoir les certifications de plus haut niveau. Donc, vous voyez que même si cette représentation n'est pas exhaustive, on est face à des dispositifs qui sont optimisés pour une certaine cryptographie et qui vont devoir être revisités pour intégrer la fonctionnalité de barrières post-quantiques. Donc, pour entrer encore plus dans le détail, les mécanismes mathématiques qui sont identifiés aujourd'hui pour répondre à cette menace quantique sont les réseaux euclidiens, les codes correcteurs et les isogénies, principalement. On pourrait en citer d'autres, mais ce sont les principales. Et donc, un des challenges, ça va être d'assurer une transition hybride, donc de marier le pré et le post-quantique, agile,
d'avoir plusieurs schémas post-quantiques, puisque l'histoire de la cryptographie montre qu'on est sûr d'un schéma que s'il a été attaqué et prouvé sur de longue durée. Donc, intégrer plusieurs mécanismes. Des mécanismes, c'est-à-dire des blocs de calcul. J'en ai ici, il y en a quelques-uns qui sont cités qui parleront aux spécialistes, mais ça montre qu'il va falloir revisiter ces blocs-là. Ça va avoir un impact sur les architectures et ça doit répondre aux contraintes applicatives qui sont aujourd'hui normées, standardisées. Et donc, je finis avec une slide qui à nouveau avance dans le concret et la technique. Quand on parle de performance sur un produit, Jean-Pierre vous donnera des exemples, d'autres exemples. Une des performances, c'est la vitesse d'exécution. Là, vous avez les vitesses d'exécution des KEM, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais sous leur format post-quantique. Donc, il y en a plusieurs qui ont été retenus par le NIST sous une forme principale et une forme alternative qui sera standardisée plus tard. Là, pour les spécialistes, c'est des performances qui ont été établies sur un Cortex A7. Et donc, vous voyez qu'il y a une disparité des valeurs entre les différents schémas. Donc, ça va faire partie du challenge des industriels de sélectionner le schéma par rapport à ces performances-là. Et pour vous donner quelques chiffres sans être rigoureux, un schéma pré-quantique basé sur les courbes elliptiques, qui est aujourd'hui le standard, peut tourner entre quelques millisecondes jusqu'à quelques dizaines de millisecondes. Donc, un schéma post-quantique qui serait supérieur en termes de plus lent, en termes de vitesse, nécessitera de revisiter l'architecture pour accélérer certaines parties et être capable d'obtenir les performances qui sont exigées par les standards. Donc je finis en précisant que vous voyez un des schémas qui est SAIC et qui va être notamment introduit par ma collègue Nadia à la suite de cette présentation que je viens de terminer. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mickaël. On va passer maintenant à Nadia El-Mrabet, professeure à l'école des mines, professeur associé de l'école des mines. Oui, pas encore professeur. Vous pouvez vous connecter? Je suis connectée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Nadia El-Mrabet, enseignant-chercheur au sein de l'équipe Système et Architecture Sécurisée, qui est une équipe commune donc de l'école des mines de Saint-Étienne et du CEVA. Et donc, Simon Pontier appartient aussi à cette équipe. Donc, je vais vous présenter les travaux en cours au sein de l'équipe SAS. Donc, tu peux avancer, s'il te plaît, Fabienne. Et pour commencer, on va pointer du doigt les verrous scientifiques et techniques liés au passage vers le post-quantique. Donc, comme vous l'a présenté Mickaël, il y a d'abord un verrou mathématique. Donc, pour ceux qui ont vécu la transition des courbes elliptiques, de RSA vers les courbes elliptiques, donc il y avait une étape mathématique à franchir. Passer au post-quantique, elle est encore plus importante. Donc, on a SAIC qui est basé sur les courbes elliptiques. Mais alors, quand on échange Elgamal, par exemple, qui nécessite de manipuler uniquement des points, SAIC nécessite de manipuler des courbes elliptiques et de passer d'une courbe elliptique à une autre en utilisant ce qu'on appelle des isogénies, qui sont des morphismes mathématiques. Donc, ce cap mathématique est assez lourd parce qu'en fait, parmi tous les candidats, ils ont tous leur propre structure sur lesquelles ils sont définis. Donc, les grandes familles autres qui sont présentes dans le concours sont les codes correcteurs d'erreur, représentés par le schéma en couleur. En fait, on voit un quadrillage en couleur. Donc là, ce sont des codes parfaits, en sens où on arrive tout le temps à déchiffrer et à retrouver le message clair de manière déterministe. Et malheureusement, dans la cryptographie post-quantique, en fait, nous avons ce qu'on appelle des algorithmes qui ne sont pas tout à fait déterministes. On aura 99% de chances de retrouver le message clair qui a été chiffré au départ, et puis parfois on ne pourra pas. Donc, il faudra relancer les calculs, ce qui complique aussi les implémentations. Donc, nous avons parmi les codes correcteurs d'erreur le classique Mackellic, pour ceux qui en ont entendu parler au cours de leurs études. Et donc, c'est un des finalistes et il y a de fortes chances qu'il soit standardisé, tout simplement parce que c'est un protocole cryptographique qui est étudié depuis plus de 50 ans. Beaucoup en France, donc c'est un des fleurons français de la cryptographie post-quantique, et il résiste pour l'instant
à beaucoup d'attaques mathématiques. Donc, il y a encore d'attaques mathématiques, donc de cryptanalyse qui a été efficace contre le classique McElist à base de code correcteur d'erreur. Nous avons ensuite la famille des réseaux. Donc, c'est ce que vous voyez en haut à droite de l'écran, donc le quadrillage en 3D. Donc là, nous avons un réseau en 3 dimensions. Donc, le principe, c'est vraiment un quadrillage sur lequel on navigue. Et les difficultés mathématiques qui sont impliquées sont chercher un plus court vecteur, par exemple. Et nous avons le candidat NTRU, qui lui aussi est un des candidats classiques de la cryptographie à base de réseau, donc connu depuis longtemps, et qui fait partie des finalistes. Donc, les équations qui vont vous rappeler éventuellement peut-être vos souvenirs de collège ou de lycée avec des systèmes à plusieurs inconnus et plusieurs équations à résoudre. Donc, ce qu'on appelle la cryptographie multivariée, donc qui est une cryptographie assez récente et qui, pour le coup, n'a pas passé le second tour, mais rien ne dit que lors d'un prochain round de standardisation, ces algorithmes-là ne reviennent pas. Donc, comme vous le voyez, mathématiquement, il y a déjà un effort à faire pour comprendre les structures et surtout pour les représenter de manière efficace. Car le passage de RSA aux courbes elliptiques a été motivé par la réduction des tailles de clés. Donc, une clé RSA, aujourd'hui, on considère que c'est 2048 bits, contre 128 à 192 maximum pour les courbes elliptiques. Pour les protocoles post-quantiques, donc à base de réseaux de code correcteur, en fait, on a des clés qui font des milliers de clés. Donc, c'est beaucoup plus lourd en termes d'espace mémoire nécessaire, ce qui fait que les implémentations matérielles en particulier sont un véritable enjeu technologique. Donc, je vous présenterai un des travaux qui a été fait dans le cadre d'une thèse CIFRE avec Wysky, où un des candidats qui n'a pas passé le tour finaliste a été implémenté sur un microcontrôleur avec nécessitant 4 kilobytes de mémoire. C'est un exploit parce qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 8 kilobytes pour les finalistes actuels. Enfin, quand on a des implémentations, donc pour ceux qui font des attaques physiques, c'est le transparent suivant, s'il te plaît, Fabienne. Oui. Donc, nous savons que mathématiquement, les algorithmes qu'on va implémenter sont sûrs. Donc, mathématiquement, si on nous donne un clair et le chiffret associé, il est impossible de retrouver la clé, ou en tout cas en temps raisonnable, dans le cadre de la cryptographie post-quantique, en émettant l'hypothèse que nous avons un ordinateur post-quantique qui puisse essayer de résoudre les systèmes que l'on écrit lors de la cryptanalyse. Quand on les implémente sur un matériel embarqué, donc là par contre, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc ce sont les fuites d'informations qui apparaissent durant l'exécution du protocole. En particulier, nous avons tout ce qui est temps d'exécution. Ça peut être aussi les émissions électromagnétiques de l'appareil ou sa consommation électrique. Donc toutes ces fuites physiques qui sont inhérentes à l'algorithme qui est manipulé, elles sont directement corrélées au secret qu'on utilise. Et donc, il est possible, en menant ce qu'on appelle donc ces attaques par canaux auxiliaires, ou attaques par canaux cachés, d'analyser les signaux émis durant le fonctionnement de la carte pour remonter jusqu'au secret qui est utilisé. Donc là, vous avez plusieurs attaques qui sont mises en place. Et dans les transparents suivants, donc on va se focaliser sur la thèse d'Élie Tasso. Si tu peux avancer, s'il te plaît, Fabienne. Merci. Donc, Élie Tasso, qui est en thèse au CEA, donc, qui est co-encadrée par Simon Pontier du CEA, Lucas Defeo chez IBM et moi-même de l'École des mines de Saint-Étienne. Elle étudie le protocole STIKE, qui est donc le seul protocole à base de courbes elliptiques dans le concours du NIST. Et elle a mis en évidence, en fait, dans un travail qui vient d'être publié à COSAD, que STIKE ne résiste pas à une attaque par faute. Le principe des attaques par faute, c'est qu'on induit des fautes, des erreurs durant l'exécution d'un protocole, et les résultats fautés vont nous permettre, à travers leur analyse, de récupérer de l'information sur le secret. Et là, en l'occurrence, dans le cas de STIKE, on arrive à reconstruire l'isogénie secrète qui sert de clé secrète pour Alice, nos classiques Alice et Bob qui veulent échanger entre eux. Donc, vous avez ici un schéma représentant le fonctionnement de STIKE. Nous avons comme point de départ une courbe elliptique E0 et 4 points qui sont publics. Ensuite, Alice et Bob vont tous les deux parcourir ce qu'on appelle un chemin d'isogénie.
Donc, je n'ai pas mis la figure, mais si vous êtes curieux ou si vous pouvez regarder en fait ce qu'on appelle un chemin d'isogénie, vous avez un graphe où on voit en fait qu'on peut se promener sur les courbes elliptiques. Donc, Alice aura son chemin en orange, Bob aura son chemin en vert. Chacun va parcourir le chemin sur les données publiques, son chemin secret donc sur les données publiques. Ensuite, ils s'échangent en point intermédiaire, qui ne sera pas le même, et réappliquer au point récupéré donc par Alice et Bob le même chemin qui reste toujours secret. Et à la fin, donc, ils obtiennent la clé commune qui est une courbe elliptique. Et donc, le secret partagé, c'est le chemin qui permet d'aller de la première courbe elliptique E0 à la courbe elliptique finale, et qui se traduit donc par les clés en rouge. L'attaque qu'Elise a réussi à mettre en place, c'est une injection de faute en utilisant des ondes électromagnétiques. Et l'objectif, c'est de perturber le chemin que suit Alice quand elle génère sa clé publique. Donc, on peut passer au transparent suivant, s'il te plaît. Merci. Donc, ces résultats viennent d'être acceptés dans la conférence COSAT, donc, qui est une conférence du domaine dans tout ce qui est attaque par canon caché. Et donc là, nous avons, par exemple, les succès d'attaque. On voit qu'on peut placer la faute à différents moments et avec différentes amplitudes au niveau de la carte. Et donc, nous avons réussi à récupérer les clés secrètes, le secret partagé, enfin le secret, pardon, c'était le secret d'Alice, avec des probabilités qui sont très faibles, mais suffisamment grandes finalement pour nous permettre de dire que Psyche ne résiste pas. Et donc, nous avons proposé des contre-mesures pour se protéger contre cette attaque. Donc ainsi, Elise est en deuxième année et l'objectif, ça va être de continuer à étudier Psyche et de voir comment est-ce qu'il résiste ou pas aux attaques par canon caché. Les deuxièmes travaux que je voulais vous présenter, donc on peut avancer s'il te plaît Fabien. Merci. Sont les travaux effectués dans la thèse cifre de Lina Mortagine, qui est une thèse cifre entre Wojski et Jean-Pierre qui est ici présent, et moi-même toujours de l'école des mines de Saint-Étienne. Et la question sur laquelle va revenir Jean-Pierre par la suite, donc je vais essayer de ne pas trop en dire en tout cas, qu'on s'était posé dans le cadre de cette thèse, c'était bien. Donc aujourd'hui, Wojski va vouloir déployer des microcontrôleurs embarquant de la cryptographie post-quantique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en fait sur des microcontrôleurs actuels? Quels sont les protocoles post-quantiques qui vont tenir en termes de mémoire et qui auront des temps d'exécution plutôt raisonnables? Donc nous avons étudié d'une part les mécanismes de KEM, ou encapsulation de clés en fait en français, dont vous a parlé Michael. Et dans ces travaux, donc Lina a mis en avant qu'il était possible d'implémenter le candidat Rollo en utilisant 4 kilooctets de RAM. Et c'est un travail qui a été accepté donc, à la conférence Code-Based Cryptography l'année dernière. Du côté des signatures, donc là c'est cristal dilithium qui est à base de réseau, qui semblait le plus en mesure en fait, de tenir sur les microcontrôleurs actuels et qui nécessitait malgré tout encore environ 10 kilooctets de RAM. Donc c'est un travail qui a été effectué par Lina qui est en cours de finition. Une fois que ces implémentations ont été faites, on s'est naturellement donc, posé aussi la question de la résistance des protocoles face aux attaques par canon caché. Donc c'est le dernier transparent qui arrive. Et donc, dans ce cadre-là, dans ces travaux, nous avons étudié d'une part l'implémentation de Rollo, puisqu'elle était existante et on a pu attaquer notre propre implémentation sur les matériels que nous avions à disposition. Et donc, nous avons mis en place une attaque template. Donc, pour ceux qui connaissent les attaques template, en fait, c'est on accumule des courbes de consommation on va dire à blanc quelque part. Et puis ensuite, quand on a l'exécution du protocole avec une clé qui est véritablement secrète, donc on essaie de voir si on peut retrouver la clé en se servant des courbes à blanc que nous avions récupérées. Donc le candidat Rollo n'était pas résistant aux attaques templates, donc nous avons aussi proposé des contre-mesures. Et par ailleurs, nous avons étudié donc un candidat à base de réseau. Nous avons choisi NTRU, puisque c'est un de ceux qui sera sûrement standardisé à la fin du concours. Et NTRU, lui, nous avons réussi à l'attaquer en deep learning. Donc, ce sont des travaux en cours de soumission qui finaliseront la thèse de Lina. Donc, ainsi, les problèmes que l'on se posait avec la cryptographie classique se reposent encore avec la cryptographie post-quantique, mais à différentes échelles. Donc, l'aspect implémentation
où là, on a vraiment des données très grandes avec des protocoles très lourds à faire tourner sur des microcontrôleurs plutôt restreints, en fait, et donc dans un environnement restreint, ce qui pose de nombreuses questions en termes d'utilisation de la mémoire et de réécriture des algorithmes. Et d'une part, donc l'aspect attaque par canaux cachés, qui lui aussi est toujours présent. Et c'est une première cette fois-ci avec le concours du NIST, c'est que le NIST a aussi demandé à ce que les candidats soient résistants aux attaques par canaux cachés. Donc jusqu'à présent, il faut savoir que lors des standardisations, l'aspect attaque par canaux cachés n'était pas pris en compte par le NIST. Donc voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Nadia. Peut-être que tu peux rappeler à l'auditoire, notamment parce que certains nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que le NIST en fait, hein, quelle est sa mission et voilà, quelle est sa vocation et le concours qu'il a récemment organisé? Oui, bien sûr. Donc le NIST, c'est le National Institute Standard of Technology. Donc c'est l'institut américain pour le coup qui standardise les algorithmes cryptographiques en vue d'être utilisés par tout le monde, hein, par nous y compris. Et donc, face à la problématique de l'émergence d'un ordinateur quantique, nous devons aujourd'hui prévoir de chiffrer nos données, non seulement pour résister aux attaques avec des ordinateurs classiques, donc en utilisant des échanges de clés type probabilistique, mais nous devons aussi prévoir le fait que peut-être d'ici 10 ou 15 ans, la cryptographie asymétrique actuelle ne résistera pas à la puissance de calcul d'un ordinateur quantique, et donc nous devons utiliser ce qu'on appelle des systèmes hybrides ou tout simplement post-quantiques. Donc le principe, c'est d'utiliser de la cryptographie qui résistera à l'ordinateur quantique, mais qui doit pouvoir tourner sur nos matériels actuels. Donc le NIST a lancé un concours il y a 2 ans maintenant, bientôt 3 ans, pour standardiser des protocoles dits post-quantiques. Et donc là, le concours est au 3e round. Donc il y a eu une première sélection des candidats, une deuxième l'année dernière. Et donc là, maintenant, nous avons des candidats finalistes et nous espérons d'ici 6 mois, je pense, savoir quels sont les 3 candidats qui seront standardisés par le NIST. Je crois que Jean-Pierre revient aussi là-dessus dans sa présentation, donc je vais lui laisser. Oui, je vais revenir sur le concours du NIST. Ouais. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci Nadia pour cette précision. Et donc ça me permet d'introduire donc Jean-Pierre Angan de WISeKey Semiconductor, donc pour illustrer toute cette théorie, voilà, avec des cas d'usage concrets et mieux comprendre en fait voilà, pourquoi il faut résister aux attaques actuelles. Donc je te laisse la parole, Jean-Pierre. Merci Fabienne. Donc je m'appelle Jean-Pierre Angan, je suis responsable de la R&D chez WISeKey Semiconductor. Et donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qui nous a conduit à investir dans la crypto post-quantique et vous faire un état des lieux de l'intégration de ces algos et de la roadmap associée. Il n'y a pas de... Ça y est. Ok, parfait. Donc je vais commencer par rappeler quelques dates importantes et montrer en fait la formidable accélération du calcul quantique ces dernières années. Alors, tout commence en 1935 avec une publication qui a fait date, une publication de Einstein, Podolsky et Rosen, qui était très sceptique vis-à-vis de l'intrication, sachant que l'intrication et la superposition, c'est vraiment les concepts de base à l'ordinateur quantique. Donc Einstein était très sceptique vis-à-vis de l'intrication et la suite lui a donné tort parce qu'en 1980, un Français, Alain Aspect, qui a été prix Nobel, a démontré définitivement que l'intrication était bien réelle. Et donc cette expérience elle a été renouvelée de nombreuses fois depuis sur des distances de plus en plus grandes. En 1980, Richard Feynman, un de ceux qui a pressenti que sur cette base-là, on pouvait imaginer des ordinateurs quantiques. Et entre 98 et maintenant, on est passé de quelques qubits à quelques centaines de qubits. Et là, dans les dernières années, les derniers mois, les roadmaps s'enchaînent.
Parallèlement, donc, on a vu des initiatives pour proposer des algorithmes de cryptographie qui résisteraient à cet ordinateur quantique. Donc, c'est ce qui a été bien expliqué précédemment. Et donc, vous voyez que la course au qubit là, nous emmène à des valeurs assez impressionnantes. Donc, dans les roadmaps d'IBM ou de Google, on parle de milliers, voire de millions de qubits. Bon, il ne faut pas être impressionné quand même par ce aspect un peu marketing de tout ça. Et un élément quand même important, c'est la stabilité de ces systèmes. Et à ce titre, je voulais noter la start-up Alice et Bob qui travaillent sur l'approche d'un qubit stable et sans erreur, qui sont un peu un contre-courant de ce qui se fait par ailleurs. Mais voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les améliorations et les innovations s'accélèrent et que la question, c'est plus de savoir si l'ordinateur quantique va exister, il est là, mais c'est plutôt de savoir s'il sera disponible d'ici moins de 5 ans, moins de 10 ans, et les impacts de cette technologie. Dans la slide précédente, j'ai mentionné l'algorithme de Shor, puis il a été aussi mentionné par mes collègues tout à l'heure. Donc, Peter Shor a imaginé en 1994 un algorithme qui pourrait factoriser les grands nombres. Donc, cet algorithme avait été pensé pour fonctionner sur un ordinateur quantique, même s'il n'existait pas à l'époque. Et depuis, il a été validé de façon formelle. Donc, d'un côté, l'ordinateur quantique va permettre de résoudre des problèmes complexes, non solubles par nos ordinateurs classiques. Mais le couplage ordinateur quantique et algorithme de Shor, ça devient maintenant une menace pour nous. Donc, je l'ai illustré ici par le problème de la factorisation des grands nombres. Et on voit qu'avec un ordinateur quantique et l'algorithme de Shor, on pourrait factoriser des grands nombres en quelques heures, alors qu'aujourd'hui, ça nous prend des millions d'années avec des calculateurs hyper puissants. Donc là, c'était pour illustrer la menace de l'ordinateur quantique. Face à cette menace, pas mal d'industriels ont commencé à travailler sur des nouvelles solutions, mais c'est le NIST, le National Institute of Standards and Technology, qui a pris la mesure du danger et qui a proposé donc un appel à contribution dès 2016. Donc plus d'une centaine d'algorithmes ont été proposés pour le chiffrement, l'encapsulation des clés ou la signature. Et l'idée donc c'était de soumettre des algos libres de droit à la communauté scientifique et d'en sélectionner les meilleurs. Donc comme Nadia le mentionnait, on est dans les dernières phases du concours et le draft des gagnants seront publiés en 2022. Je mentionne dans cette slide l'approche identique que de nos amis chinois qui ont proposé le même type d'approche, le concours, et alors eux ils sont en avance puisqu'ils ont déjà sélectionné des algorithmes, et ça a été publié dès 2019. De l'autre côté WISeKey, on a demandé des financements publics autour de la cryptographie post-quantique, mais on a essuyé plusieurs refus en 2016 et 2017 parce que nos propositions étaient jugées farfelues et trop futuristes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'investir par le biais d'une thèse à chiffres. Et cette thèse de chiffres donc, a été portée par Lina Mortagine, donc Nadia en a parlé tout à l'heure, et elle a été montée avec l'école des mines de Saint-Étienne. Donc l'objectif de la thèse, c'était de se concentrer sur la résistance de certains algos post-quantiques, car
donc ces algos, il faut non seulement qu'ils résistent à l'ordinateur quantique, mais il faut aussi qu'ils résistent aux attaques actuelles. Donc dans cette slide, je vous ai mis un schéma assez classique d'attaque à side channel. Donc il n'y a rien de bien nouveau sur ce sujet, mais donc c'est sur cette partie-là qu'on a vraiment fait des efforts avec la thèse et avec l'école des mines. Donc Nadia en a parlé tout à l'heure. Donc dans la catégorie chiffrement, échange de clés, les candidats que nous avons étudiés à partir de 2017, ça a été NTRU et surtout Rollo 1, qui nous a semblé être un très bon candidat parce qu'il nécessite des ressources compatibles avec nos produits. Donc cet algorithme a été porté sur plusieurs composants chez nous, donc dans la famille des MS 6001, 6003, qui sont des composants critères communs. Ces développements ont été faits en utilisant l'accélérateur cryptographique ou pas pour comparer les performances. Et surtout, donc, nous avons proposé des attaques sur ce schéma, side channel, et nous avons proposé des contre-mesures à ces attaques. Donc, ceci a fait l'objet d'une publication à CB Crypto l'année dernière. Donc, Rollo, bien que non retenu dans les derniers rounds du NIST, nous semble quand même un bon candidat. Pour moi, il n'est pas complètement écarté. Il a été jugé un peu trop récent, donc il faudra certainement que la communauté scientifique travaille un peu plus sur le sujet, mais voilà, je considère que Rollo, c'est quand même un très bon candidat pour la suite et pour nos produits. Dans la catégorie signature, nous avons mis le focus dernièrement sur un algorithme qui s'appelle cristal dilithium. D'une part parce que c'est un candidat qui me semble le moins éloigné de nos produits en termes de ressources. Et d'autre part parce que cet algo est poussé par IBM et que nous avons des contacts privilégiés avec l'équipe Quantum Computing d'IBM Zurich. Donc cet algorithme a été étudié, porté sur nos plateformes hardware en 90 et en 55 nanomètres. Donc notamment, nous avons porté sur la dernière plateforme hardware basée sur un cœur RISC-V. Par contre, sur les produits en 90 nanomètres, on a des tailles de RAM un peu plus petites. Et là, on commence à toucher du doigt la problématique de l'intégration de certains de ces algos sur nos produits. Donc, dans cette slide, j'ai fait une synthèse des nominés au concours du NIST, que ce soit pour le chiffrement et pour la signature. Pour le chiffrement, reste en course Crystal Dilithium, Falcon et Rainbow. Donc, il faut noter qu'à la fin, il n'en reste qu'un. Pour ceux qui regardent la télévision le vendredi soir, c'est un peu comme pour Koh-Lanta. Il y a 3 algos sur les poteaux et à la fin, il n'en restera qu'un. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on suit vraiment de près parce que il est probable que certaines applications, certains de nos clients, via le NIST, nous imposent d'utiliser ces algorithmes. Donc, les next steps pour nous, la soutenance de la thèse de l'INA en septembre, et nous sommes en train de préparer la deuxième phase du partenariat avec l'école des mines. Et l'idée, c'est de monter une équipe dédiée pour accélérer ces développements et le portage de ces algos sur nos produits. Sur cette slide, donc,
je mentionne les applications typiques sur lesquelles on pourrait utiliser ces algos. En haut à gauche, vous voyez qu'on propose des systèmes d'authentification chip to cloud qui sont basés sur notre racine de confiance. Donc nous allons adapter ces systèmes pour supporter ces algos. La décision de portage peut être assez rapide parce que dans certains schémas ou certaines applications propriétaires, c'est nous qui décidons de l'usage ou pas des algos. Par contre, dans d'autres schémas sur lesquels nos clients nous demandent une certification telle que FIPS, donc là je mentionne par exemple les drones où on a un produit qui est certifié FIPS. Dans ces cas-là, il faudra se conformer à la régulation et d'où l'intérêt de suivre de près les travaux du NIST. Petit commentaire pour le bancaire, nous ne sommes plus présents dans ce secteur, mais probablement qu'il va falloir que Visa Mastercard adapte ses spécifications par le fait que le RSA, s'il était attaqué par l'ordinateur quantique, il faut trouver des alternatives assez rapidement. Voilà, donc notre roadmap va être adapté par rapport à toute cette problématique. Et Rollo, je reviens sur le Rollo qui me semble être un très bon candidat pour commencer à intégrer ces algos sur nos produits. En conclusion, donc, face à la menace de l'ordinateur quantique, on peut voir qu'il commence à y avoir des initiatives, des travaux, mais les résultats préliminaires posent beaucoup de questions. La première, c'est le manque de recul et de preuves sur ces schémas sécuritaires, et notamment sur la résistance à un side channel. Donc, il reste un énorme travail à faire de la part des industriels et des laboratoires. La deuxième, c'est l'adaptation des produits à ces nouvelles contraintes. En effet, nos travaux préliminaires ont montré qu'il est probable qu'il faille adapter les architectures des produits, que ce soit sur la taille des mémoires, mais aussi sur les architectures des crypto-accélérateurs. Voilà, donc je voulais vraiment insister sur le fait que les institutionnels et les industriels doivent prendre conscience que certes l'impact, il est dans le futur, plus ou moins proche, mais que le problème, il est à résoudre maintenant et qu'il ne faut pas attendre. Voilà, je termine ma présentation en remerciant les personnes qui ont contribué à tout ce travail, parce que je ne suis pas tout seul à pousser tout ça. Donc, j'ai cité Lina Montagine, qui porte la thèse, sa responsable de thèse, Nadia Mrabé, Pierre-Louis Carrel du CNRS qui a contribué aussi à la thèse, et puis l'équipe crypto chez Wesky, Jérôme Lablanche, Othman, Ben Chalal, Guillaume et Marc qui viennent nous rejoindre, et puis Vincent Dupaki qui a quitté la société mais qui m'a aidé à monter ce programme. Donc voilà, je voulais les remercier pour le travail accompli. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci pour la nomination de tous les membres de ton équipe, hein, et voilà pour ce partage d'expérience et ce message très positif effectivement qu'il faut s'y attacher aujourd'hui, même si le problème semble demain, mais c'est vrai que c'est l'objectif aussi de ce type de webinaire et de webtech, c'est bien de réunir les acteurs de la région, en l'occurrence ici, pour intéresser ou capables de mettre en œuvre cette stratégie gouvernementale et aussi d'accroître les interactions entre vous, entre donc, les chercheurs du CEA, de l'école des mines, les fournisseurs de technologies et les utilisateurs aussi comme Wesky pour pouvoir structurer l'écosystème, comme a mentionné Mickaël Cordona du CEA d'ailleurs, qui est bien un des objectifs du plan quantique national et développer une véritable industrie du quantique en France et en Europe. Alors on va passer aux questions, donc on peut peut-être que tu peux arrêter ton partage d'écran si tu veux bien Jean-Pierre, et je veux bien que les 5 speakers allument leur caméra pour répondre aux questions de nos participants. Pour arrêter le partage, alors je vais le faire si tu veux. Ouais, t'embête pas, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Ah, ça y est, je crois que
Voilà. Voilà, merci pour votre présence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions. Alors, peut-être à chaud, Jean-Pierre, puisque tu es encore connecté, une question voilà, sur le NIST, hein, et notamment le projet Rollo, qui est donc dans la compétition du concours organisé par le NIST. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons que sa relative jeunesse qui ont amené donc à éliminer Rollo de la compétition? Non, je n'en vois pas. Pour moi, c'est le principal facteur. Je pense qu'il a été jugé un peu trop récent. Oui, c'est ça. Si on compare par exemple à NTRU, je crois que c'est quelque chose qui a été proposé il y a plus de 20 ans, mais je pense que je suis pas loin de ça, quoi. Non, NTRU, c'est un très, très ancien candidat, comme Makelis, en fait, au niveau des codes correcteurs d'erreur. Et Rollo, il a 5 ans, je crois, en âge cryptographique, ce qui est très, très récent. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup d'attaques mathématiques qui seraient susceptibles de passer parce qu'on n'a pas eu le temps de tout simplement de les appliquer. Et donc, ce candidat, il a été jusqu'au second tour et il n'a pas pu passer le troisième parce qu'il est jugé immature encore. Donc, il faut qu'il soit encore passé un peu au crible des mathématiciens avant de pouvoir garantir qu'il annonce bien les bons niveaux de sécurité et qu'il résiste aux ordinateurs. Ok, merci. Une autre question, Jean-Pierre, tu l'as évoqué, mais Nadia aussi, voilà, sur la nécessité d'adapter les produits à ces nouvelles contraintes, notamment en termes d'architecture, de mémoire, de taille également. Alors, donc, c'est plutôt à Michael Cardona du CEA la question. Quelle taille sur une puce peut prendre l'implémentation d'un des schémas présentés dans la dernière slide, donc de Michael? Je sais pas, je vais peut-être la reprojeter, la dernière slide de Michael. Donc, quelle taille sur une puce peut prendre cette implémentation? Et est-ce que cela prend plus de gates que le schéma actuel? Je vais représenter la slide et je vais laisser mon collègue, s'il est d'accord, Simon, répondre à cette question-là. D'accord. Tu veux que je reprojette une slide en particulier ou... Non, ça sert à rien parce que la slide qui a été présentée, elle se limite vraiment aux implémentations logicielles. Donc, il n'y a pas eu de mesure de comparaison de chacun des candidats au niveau gate qui a été fait au CEA pour la raison très simple, c'est qu'il aurait fallu réaliser une implémentation matérielle de chacun des candidats. Là, ça nécessiterait trop de temps. Donc, j'ai pas la réponse exacte à la question. Par contre, je pense qu'on peut assurer que ça sera plus cher, ça coûtera plus de gates d'implémenter matériellement la cryptographie post-quantique que la cryptographie classique. Et après, chaque candidat, dans les spécifications qu'il a soumis au NIST, donne une évaluation précise de ce qu'il y a de leur meilleure implémentation matérielle qui existe. Et c'est ici qu'on peut trouver la référence pour le nombre de gates occupés pour chacun des implémentations. Mais moi, j'ai pas la réponse. Je peux donner un élément de réponse. Puisque, en fait, quand on a porté, que ce soit en Rollo ou cristal d'Elysium, la taille sur la mémoire, enfin, pour la partie algorithmie, c'est pas un problème. Ce qui nous pose problème, c'est la taille de la RAM. Et là, c'est sûr qu'on va être en face à quelque chose de difficile à résoudre sans changer la taille des produits. Il faut voir quand même que la majorité des candidats qui sont proposés au NIST, les gens qui proposent ces algos n'ont pas forcément en tête les contraintes qu'on peut avoir sur nos microcontrôleurs. Donc la problématique de la taille de la RAM, elle est réelle pour quasiment tous les algos. Et dans ce cadre-là, parce que moi je travaille sur le matériel, excuse-moi, quel est le pourcentage de la RAM que tu as pu observer? Bah, c'est simple, par exemple, je vais parler d'un cas concret, cristal de lithium. Cristal de lithium, il faut entre 10K et 20K de RAM pour le faire tourner correctement.
D'accord. Alors que la majorité de nos produits, de nos compétiteurs, hein, c'est la même chose. Hein, en général, c'est plus bas que 8K. Voilà. Donc ça bouge quand même, hein, dans ce domaine-là, puisque j'ai vu une publication la semaine dernière là, d'universitaires qui ont porté l'algo et qui disent qu'ils l'ont fait tourner avec de la RAM, une RAM de 8K. Mais c'était sans les contre-mesures. Donc, bon, voilà. Je pense que c'est vraiment ça. C'est les deux grands sujets à traiter pour nous, pour les concepteurs de puces. Ce sera les crypto-accélérateurs hardware et les tailles de RAM. Ok, merci. Alors, une question, pas vraiment une question, puisque cette personne a dû quitter le webinaire, elle avait une autre réunion à l'instant. Mais en tout cas, je vais vous mettre en relation. Je suis le futur CTO CTO, Chief Technological Officer, donc d'une start-up en pré-incubation à la Belle de Mai à Marseille, qui va lancer une nouvelle infrastructure blockchain, basse consommation et rapide. Et j'aimerais utiliser des outils de cryptographie algo post-quantique. Donc, je suis intéressée pour entrer en contact avec vous. Donc, je vais vous mettre en relation avec cette personne et ce futur CTO d'une start-up marseillaise, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Ouais, bien sûr. Sachant que oui, dans le cas de la blockchain, ce qui est nécessaire du coup, c'est vraiment de la signature. Donc il n'y a vraiment qu'un sous-ensemble des algorithmes qui peuvent répondre à la problématique. Ok, merci. N'hésitez pas à poser vos questions. Bon, j'en profite pour vous informer, en attendant une prochaine question, que le prochain WebTech SCS aura lieu le 9 juillet, toujours à la même heure, à 11h, de 11h à midi, midi un quart, autour de la 5G, notamment la 5G industrielle. Et il sera organisé avec MIOS, le CEA également, et normalement aussi HPE. J'attends une confirmation toutefois pour HPE. Et on fera notamment un focus sur quelques usages dans le domaine maritime, notamment, industrie et maritime. Une question? Oui, moi, si je peux me permettre une question pour Jean-Pierre. Est-ce qu'il peut nous donner quelques ordres de grandeur sur la durée du développement d'un nouveau produit, au moment où on décide d'intégrer un nouveau algo post-quantique qui a été certifié et validé? C'est quoi à peu près les étapes et les échéances pour sortir un nouveau produit? Il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, l'algorithme est compatible avec l'architecture en termes de taille de mémoire. Donc ça, si on fait encore deux sous-branches avec des produits ROM ou produits flash, mais c'est quelques mois, on va dire. Quelques mois. Si on rajoute la certification, on va compter en maximum une année et demie. Par contre, si on fait un nouveau produit, alors là, le tarif syndical, c'est 2-3 ans, hein, pour un nouveau produit. Ok, très bien, merci. Merci pour la réponse. Une autre question, à vous tous, je pense. A-t-on une estimation de l'impact financier de la mise en niveau des protocoles de sécurité sur les prochaines années? Qui veut se mouiller? Moi, j'ai pas connaissance d'un chiffre qui aurait été produit par quelqu'un sur cette question. Non, pas d'estimation de l'impact financier? Impact financier, si je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que l'impact financier pour la mise à niveau des protocoles de sécurité? Sur un produit? Sans doute, oui. Bah, sur un produit, si c'est un nouveau produit, c'est plusieurs millions de dollars, millions d'euros. Ok, merci. Alors, une autre question. Ces tests et ces proof of concept nécessitent-ils des équipements spéciaux? Y a-t-il des priorités s'il y a des investissements à soutenir en région sud, en appui recherche fondamentale ou en technologie incontournable?
Je répète la Alors moi, je question. dirais que c'est plutôt de la bande passante qu'on a besoin, de spécialistes, d'experts, parce que les outils, on en a une bonne partie. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de démontrer que ces algos, ils résistent aux attaques actuelles. Et donc les attaques, ben, on les connaît bien. Donc voilà, c'est surtout de la bande passante pour implémenter ces algos sur les produits et monter des attaques et proposer des contre-mesures. Oui, effectivement, je confirme, puisque l'enjeu de la cryptographie post-quantique, c'est bien de mettre en œuvre des protocoles qui vont résister à l'ordinateur quantique, mais sur du matériel actuel. Donc en termes de matériel, en fait, on a ce qu'il faut, enfin, on peut le trouver sur la machine. Mais en termes humains, c'est là où on a vraiment de besoin. Ouais, les experts avec les compétences, ils sont présents. Ce qu'il faut, c'est pouvoir les financer. Ok. Écoutez, il est 12h15, je vous propose de conclure. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter, hein, nous, chez SCS, si vous souhaitez être mis en relation, hein, c'est bien l'objet du WebTech, encore une fois, avec un des 5 experts ici présents, hein, pour contribuer à structurer l'écosystème et puis pourquoi pas à initier des projets entre vous. Encore une fois, ce webinaire sera disponible en replay dans quelques jours, en 2-3 jours au maximum normalement sur le site du pôle SCS, et les présentations devrait être également accessible dans quelques jours pour les membres SCS. Attendez, une petite dernière question peut-être. Non, voilà, c'était simplement une remarque. Merci pour toutes vos présentations et vos éclairages très intéressants. Merci aux intervenants, merci à l'équipe SCS. Écoutez, merci encore pour votre participation et puis je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt pour peut-être rediscuter sur ce sujet dans quelques mois du quantique avec peut-être d'autres résultats et d'autres avancées. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.